Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Transformer 1, le film. Petite revue des films, ça me tente. Une récapitulation avant la sortie du 4e. Hier, j'ai une petite affaire comme ça. Ça fait 3 fois que je l'achète ce film-là. La première fois, c'était en 2007, le film en DVD. Deuxième fois, c'était en Blu-ray en 2010, avec le deuxième film, bien entendu. Et la troisième fois, ben, il y a eu une petite scratch sur mon Blu-ray, parce que je l'ai écouté juste une fois, puis il y a eu une scratch. Fait que j'avais pas le choix de le racheter. Puis les derniers jours, j'avais le goût de me refaire tous les films avant, bien entendu, la sortie du 4e. Et je me suis racheté en cause le premier film. Et j'espère qu'il ne brisera pas. Par où commencer? Le premier film est sorti en 2007. Mais avant tout ça, je vais vous dire qui est Michael Bay, qui est Steven Spielberg. Vous savez tous qui. Mais juste pour savoir les personnes, les noobs ou ça intéresse tout simplement. Michael Bay est un réalisateur qui a fait beaucoup de publicités avant 95. Des publicités de je sais pas trop quoi, mais sûrement des. Je pense des marques de parfum ou plein de conneries de même. Il a réalisé son premier film Bad Boys, qui était un très bon film, faut l'avouer. Will Smith puis Martin Lawrence. Là-dedans, il a montré son style, mais c'est un film qui a pas. Je pense qu'il y a une explosion à la fin. C'est juste ça pour dire. Mais c'est un bon film d'action, puis c'est un bon petit film de policier, moitié des années 90. Après, en 96, il a fait le film avec Nicolas Cage et Sean Connery, Le Rocher, qui, faut l'avouer, est un très bon film d'action, sûrement le meilleur film de Michael Bay. Moi, je l'aime beaucoup. C'est exagéré un peu, c'est américain, mais comparé à Armageddon, ça a quand même de l'allure. Et après, il a fait Armageddon, justement. Et Armageddon ressemble beaucoup à Transformers. Des civils qui n'ont pas le choix d'aller sauver l'univers. Puis quand je dis l'univers, c'est tout entier, là. Comment je pourrais dire c'est un bon film? Armageddon, c'est un bon film, c'est divertissement. C'est drôle, c'est stupide, c'est cave. Juste le début avec la scène où que Bruce Willis, sur une plateforme pétrolière, il tire avec un shotgun Ben Affleck parce qu'il couche avec sa fille. Wow, j'espère pas voir ça dans Transformers 4, j'espère. Parce que oui, dans Transformers 4, Michael Bay reprend la recette d'Armageddon. Un père, sa fille et son petit ami. Puis il a sûrement pas une bonne relation avec le petit ami. Fait que c'est la même affaire qu'Armageddon. Je trouve ça un peu lâche de faire ça, mais c'est une recette gagnante, let's go. Après ça, il a fait Pearl Harbor, un film qui était, moi j'ai toujours dit le Titanic Pearl Harbor, qui était une histoire d'amour derrière un gros drame. C'est un bon divertissement, je parle surtout de la scène de la bataille où que tout le monde, c'est exagéré, c'est américain, mais c'est correct, c'est acceptable. Puis il a fait, en 2003, il a fait la suite de Bad Boys, le 2, qui, faut l'avouer, quasiment mon préféré. Qui était mon préféré pendant des années parce que je trouvais que c'était un bon film d'action, c'était drôle, c'était divertissant, c'était efficace, c'était funny, c'était le fun comme film. Mais c'était exagéré, c'était américain, il y a une Porsche là-dedans. Non, une Porsche ou une Ferrari. En tout cas. Puis après, il a fait le film qui s'appelle L'Île, qui était un échec au box-office, que moi, personnellement, j'ai trouvé correct, parce que l'histoire était bien menée, mais c'était... Je trouvais que ça manquait un peu d'action. Parce que je pense là-dedans, il y a 2-3 scènes d'action qui c'est juste des poursuites en gros truck. Puis, est-ce que les héros, le couple d'héros n'ont jamais de gun, mais s'en sort assez facilement. Fait que c'était un peu dommage de ce film-là. Après ça, c'était un échec. Fait que je sais pas trop quoi faire. Fait qu'il a rencontré les personnes d'Hasbro. Mais avant tout, Steven Spielberg a acheté les droits. Puis Steven Spielberg, lui, ce que j'ai lu de lui, c'est que quand il était dans les années 80, il écoutait l'émission Transformers avec ses enfants. Fait que d'après moi, il connaît ça, puis il a acheté les droits, puis Steven Spielberg, on va vous l'avouer, c'est quand même un bon réalisateur. Il a fait beaucoup de films qui étaient de la merde, mais il en fait quand même beaucoup qui c'était de la bombe, puis c'était du divertissement. Je pense que son premier film, Le Duel, c'était écœurant comme film, mais bon, c'est pas ça. Steven Spielberg s'occupe de la production, fait que c'est la paperasse écrite, tout ça. Sûrement lui aussi, parce qu'aux États-Unis, c'est des producteurs. Fait que les producteurs, eux autres, ont toujours le dernier mot sur le film. Il a rencontré Michael Bay, puis Michael Bay a rencontré les personnes d'Hasbro. Et d'après moi, il a stické sur la bande dessinée de G.I. Joe versus Transformers. Parce que là-dedans, il y a Lennox, Epps, puis une personne avec des lunettes, je crois.
Et il a décidé de s'inspirer de ça pour son premier film. Transformers qui est sorti en 2007. Que j'attendais vraiment avec impatience. Puis que je connaissais Michael Bay, mais je tripais pas ses films, mais Bad Boys 3, 2 était quand même bon. Mais tu sais, je trouvais qu'il était quand même talentueux. Et il était capable de faire du bon divertissement. Exagéré, américain, tout ça, mais les Américains sont ça. Mais pas. C'était pas un acteur extraordinaire ou que je capotais. Je savais qu'il faisait des explosions, tout ça. Tout le monde sait qu'il fait des explosions. Puis j'avais pas peur qu'un gars qui fasse des explosions. Un film Transformers, je pense, c'était destiné à ça. Parce que je savais que film Transformers, c'est des robots qui se tapent sur des robots. Fait que c'est supposé avoir des explosions à un moment donné. Bon. Moi, quand j'ai été voir le film, je suis sorti de là très déçu. Parce que j'avais des hautes attentes. Et mes attentes n'ont pas été comblées. Et là, j'ai compris que le film était pas fait pour moi, pas fait pour vous, pas fait pour les fans des Transformers. Il était fait pour le grand public qui connaît rien des Transformers. Puis, il faut lui donner ça. C'est un très bon film. C'est le meilleur des trois. Pour la simple raison que c'était nouveau. C'était nouveau, parce que je me souviens en 2005 qu'il y avait eu, c'était fini Star Wars, fait qu'il n'y avait pas d'autres films de science-fiction vraiment épiques qui ont sorti. Il y avait peut-être le retour de Superman, mais c'est un film de super-héros, fait que je mets ça à part. Puis Transformers, j'ai été voir l'avant-première, j'ai été là, puis j'étais avec mes amis, puis j'ai quand même, je suis sorti là déçu, mais c'était très divertissant. Je veux dire, le film ne se base pas que sur les Transformers. Tu sais, nous autres, on veut voir les Transformers. Nous autres, là, ce qu'on veut voir les fans, c'est, au bout de 5 minutes, on veut voir Optimus, on voulait voir quasiment l'épisode More Damage to the Eye en 2 heures dessus, sur le film. Mais c'est pas ça qui est arrivé, c'est très différent. Écoute, la première bataille, ce que j'ai aimé de la première heure, ça, juste le dire, c'est que on nous montre des petites séquences des Transformers. On nous montre pas tout au complet. On nous montre, comme la bataille de Blackout, là, on nous le montre juste assez. Puis c'est bien correct comme ça. Ça reste mystérieux. Même à avec Scorponok, on nous le montre pas beaucoup. Et Scorponok, qui on va se dire, c'est un figurant. Qui est le personnage le moins important des Decepticons. Et en réalité, j'ai vu le film hier. Fait que je suis pas mal à jour. Et tous Decepticons ont un rôle. Dans la première heure, il y a 4 Decepticons. Puis Scorponok, c'est le plus faible, parce que Scorponok, il est juste là pour une scène d'action, puis il disparaît. J'ai été déçu qu'on l'avait pas revu. Mais moi, je me suis dit que quand Starscream, il appelle les Decepticons pour rejoindre Megatron, il appelle tous ceux qui sont proches. Ok, Blackout, on le voit au-dessus d'un désert. On va dire que c'est le désert de l'Utah. Mais on peut dire une chose, c'est il appelle tous les Decepticons. C'est pour ça qu'on n'a pas vu Démolition ou Sidewise. Moi, je pense que Démolition et Sidewise étaient là dans Transformers 1 encore, avant qu'on les voit dans Transformers 2. Qu'il y en avait beaucoup de Decepticons, que tous les Decepticons sont là. Même Sunwave, il est sûrement là, mais en tout cas, c'est une autre histoire. C'est ça, le premier film. Frenzy s'occupe du Blackout, il s'occupait du virus, de l'attaque de la base. Pour moi, c'est une attaque de la base qui avait un but. C'était pas juste j'arrive, je pète tout. Et c'est un but, c'est de trouver des informations sur Archibald Witwicky. Et pour les lunettes, puis pour trouver le cube. Puis il faut l'avouer, la manière dont le film rapporte de nous mettre le personnage de Sam Witwicky et les Autobots, ben c'est un bon hasard. Je veux dire, ça aurait pu être juste un pur hasard qu'il rencontre de même, mais non, c'est une sorte de destinée. Il dit lui-même, Optimus, c'est la destin qui nous rapproche. Par rapport à ça, c'est ça. Frenzy s'occupe, vu que Blackout, les Américains, les soldats ont réussi à empêcher le signal de se faire à fond, Frenzy attaque l'Air Force One et Frenzy est vraiment génial. Au début, je l'aimais crevette cybertronienne. Je le trouvais limite bizarre, mais arrêtez, je trouve que c'est quasiment un des meilleurs Transformers Decepticons de tous les films. Il y a eu Barricade aussi. Barricade, on va le mettre avec Frenzy, qui est juste génial. Beaucoup de fans ont trippé sur Barricade et Blackout avec beaucoup de raisons. Sont mystérieux, leurs designs sont super corrects. Et il y a une chose qui me dérange, tout ça, je vais revenir ça un peu plus tard.
Blackout, au début, on le voit qu'il y a une hostie de gros gun bleu qui tire des lasers bleus. Ben, qui tire des lasers bleus. Qui tire, on va dire, des ondes bleues. Il y a même une attaque IEM. Et on le revoit pas utiliser ces armes-là à la fin du film. Puis je trouve ça dommage. Parce qu'il aurait pu faire une IEM, puis les jets F-22 ils auraient tombé sur la ville. Tu sais, c'est plein d'affaires qui fait que ça gosse de même. Tu sais, moi, puis en Blu-ray, je vais vous le dire, là, je l'ai eu en DVD. Là. En Blu-ray, là, je remarque tous les petits détails. À un moment donné, quand Jazz pogne toutes les armes, pendant une seconde, il y avait la visière bleue de Jazz, puis à un moment donné, il l'enlève, ça s'enlève tout seul. C'est plein de petits détails qui fait ça. C'est ça qui est cool avec Transformers 1. La première fois que tu l'écoutes, tu remarques pas tous les détails, puis c'est en écoutant plusieurs fois que y a tous les détails ressortent, puis tu peux se peser sur pause, tout ça. Le Blu-ray, je trouvais qu'au début, juste le garder le DVD, mais t'en as plus ou moins. Tu sais, je me suis dit, mal acheter le Blu-ray pareil, mais avant de mon DVD, je l'ai vendu. Puis, c'est ça. Bon, on va revenir un peu là-dessus, c'est ça. Bon, je suis rendu à peu près à... Bon, il y a des scènes pas mal inutiles, qui est comme le poste de police, tu prends de la dope, tu veux voir mon gun 50 cents. Tu sais, ça, c'est pas vraiment ça que je veux voir, moi, dans un film Transformer. Ça reste une scène cocasse, mais c'est pas drôle. C'est trop exagéré. Tu sais, des fois, dans les films de Michael Bay, des fois, ils font trop d'humour stupide. Puis, il y a une chose qui fait... À chaque film, Transformers, à chaque film que Michael Bay fait, faut toujours qu'il plug des jokes racistes. Des jokes racistes, c'est des jokes... quelqu'un qui parle en noir, quelqu'un qui parle en rap. À un moment donné, dans Armageddon, il y a un gars qui... Le clodo... le clochard, à un moment donné, dit il faudrait appeler le 911, puis c'est un clochard qui dit ça, qui est noir aussi. Ça devait être sûrement très drôle dans l'époque qui est sorti. Mais dans Revenge of Fallen, les jumeaux, ça c'était juste de la scrap. Puis bon, on va revenir plus sur Revenge of Fallen. Bon, comme je disais, bon, rendu là, il y a eu le combat entre Bumblebee et Barricade qui nous montre à rien. Je vais être honnête, c'est un gros tas de marde noire qui se bat contre un gros tas de marde jaune. Puis ça bouge dans ton écran, puis c'est affreux. C'est limite, je comprends qu'il faut, comme je disais, il faut qu'on limite des fois, montrer, pas tout montrer, mais là c'était vraiment une joke. Aussi la caméra, ce point de vue-là, c'était souvent des humains. La caméra, c'est comme si un être humain filmait avec ses yeux, comme on verrait son point de vue à lui. Des fois la caméra est vraiment, surtout sur les Transformers, des fois elle est trop proche. Et est trop loin. Dans le premier, c'est pas si pire, mais dans Revenge of Fallen, c'est affreux. Ben, je vais revenir là-dessus dans la revue de Revenge of Fallen. Ben, c'est ça, il y a eu le combat, puis il y a bien entendu la scène avec la merveilleuse musique de Steve Jablonsky, arrivé à Thwart, qui nous montre l'introduction des Autobots. Et cette scène-là, pour beaucoup de fans, c'est là que le film commence. Et je suis assez d'accord parce que ça prend 55 minutes avant qu'on voit cette scène-là. Puis le film dure 2h16 à peu près, 2h16. Je parle, j'ai coupé après la scène où Starscream se sauve dans l'espace, arrivé à 2h16. Fait que 55 minutes pour voir vous commencer le film. Ça reste quand même que la première heure est quand même faite pour séduire le téléspectateur. Moi, la scène avec Sam Witwicky qui s'en va pas à la plage, mais au lac, puis qui rencontre Michaela. Moi, j'ai adoré cette scène-là. Je trouve ça génial. Je veux dire, tu sais, c'est l'histoire d'un gars, puis il faut qu'il trouve la fille, puis c'est une histoire typique américaine. Mais c'est quand même correct, c'est séduisant comme scène. Parce qu'il y a beaucoup de... Dans la première heure, il y a deux histoires, comme les militaires, vu que ça commence avec eux autres, c'est moins pire, qui sont des histoires secondaires qu'on suit. Mais que les militaires, après le combat de Scorponok, jusqu'à la fin du film, quand ils arrivent dans la base du NES, ils font pas grand chose. Il y a 2-3 scènes, celle dans l'avion, qu'il faut qu'ils appellent les militaires et disent on va mettre les sabots. On sait déjà que le film va finir bien de même. En tout cas, mais justement, aussi, comme je parlais, avant d'arriver la première heure, la scène de Scorponok est quand même géniale avec la musique. Là-dedans, c'est une publicité de l'armée, on va se le dire. En réalité, les 3 films sont une publicité de l'armée, mais à un certain degré. Le premier, on pourrait dire que c'est une certaine publicité de l'armée, des marines, des soldats surtout. Parce qu'à la fin, on va se le dire, les Decepticons en militaire,
c'est super. C'est parfait. Ça fait de la petite de l'armée, mais pas énormément, parce que ça fait que les troupes Decepticons, qui sont des guerriers, utilisent des armes guerriers, des véhicules de guerriers, c'est tout à fait normal. Après ça, à part Scorponok, qui est un scorpion mécanique qu'on voit qu'une fois et qui se fait péter la queue. Au moins, on le revoit dans le deuxième film, ça c'est intéressant. Frenzy, Barricade, c'est ça. Barricade qui s'occupe de le côté interrogatoire du film, de Sam Witwicky, qui est comme si ce serait un agent de police, tout simplement. Le premier combat entre Barricade et Bumblebee, je m'attendais que Bumblebee tue Barricade, rien, il laisse blesser de même. On va le revoir, c'était ben trop évident. Et c'est là qu'arrive la fameuse scène, les Autobots débarquent, scannent leur mode alternatif. Le seul vraiment qui me dérange, c'est Jazz. Jazz qui est une Porsche dans J1, puis un qui est là, une Solstice. C'est pas vraiment l'évolution du personnage. Mais le personnage de Jazz, que ben du monde trouvait qu'il était mal exploité, moi je trouve que c'est quasiment un des Autobots les plus exploités, surtout comparé au 2 puis au 3. Parce que comparé, dans le premier, ce qui est intéressant, c'est que le groupe des Autobots, on les sent unis. Dans le 2, dans le 3, c'est juste des personnages qui lâchent des cadres. C'est peut-être ça un peu de dommage. Parce que dans le 2 et dans le 3, on décide d'avoir plus que 10 Autobots. Là-dedans, il y en a 5 dans le premier. Puis je pense qu'il aurait dû rester de même quasiment pour les deux autres films, parce qu'on les voit tellement peu. Aronite qui nous montre bien entendu la scène des présentations des Autobots. Qui est tout simplement génial. Qui dure 5 minutes. Qui nous dit qui ils sont. Puis qui nous dit... qui niaise pas avec la POC, qui disent qu'est-ce qui se passe et qui sont en recherche de quoi, tout simplement. Puis une chose que pas grand monde ont dit, c'est que là-dedans, les Autobots sont extrêmement pressés, ils n'ont pas la notion du temps. C'est pour ça que dans la scène d'après, dans le jardin, faut l'avouer, si tu écoutais le film puis que tu n'étais pas accroché, ben cette scène-là, elle t'accroche au film, sinon c'est pas fait pour toi quasiment ce film-là. Fait que la scène dans le jardin avec les parents, qu'il faut l'avouer, est très 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 drôle, très intéressante aussi. C'est la seule scène vraiment où les Autobots se parlent entre eux autres de toute la trilogie pendant plus que 5 minutes, puis sont très funny à voir. Ratchet parle beaucoup, Jazz il capote un peu, Aronite qui veut tirer ses parents, ça c'est juste merveilleux. Et il y a une scène qui me fait capoter, c'est quand le père de Sam Witwicky il arrive dans les toilettes, puis là tu vois Prime qui monte la tête et qui fait wow en tout cas, c'est vraiment assez drôle. Puis l'autre, il l'entend même pas. Ça, c'est encore 10 fois plus drôle. Et la réaction du père, qui est vraiment stupide quand il voit son jardin saccagé. Il n'y a aucune réaction colérique. Rien. Il fait dire « Oh, tout est saccagé. Oh non! » Tu sais, c'est un peu basique comme réaction. Mais ça reste une scène très fun. C'est une scène très séduisante à travers le film. Je dirais que c'est la meilleure scène de la trilogie des Autobots, parce que il faut pas qu'on les voit, parce que dans le 2 et dans le 3 il n'y en a pas de scène de même, il n'y en a pas des scènes funny vraiment de même, c'est un peu dommage. Fait que cette scène là est vraiment une des meilleures de la trilogie. Et bien entendu, comme je disais, ils n'ont pas la notion du temps. Optimus est pressé, il réussit à trouver les lunettes, il était temps, mais au même moment le gouvernement débarque, et c'est là que le personnage humain le plus intéressant de toute la trilogie débarque. Et c'est dans le premier film il montre vraiment comme un méchant humain, un peu trop fanatique, mais c'est vraiment dans le premier il y a un code, c'est un agent. Comparé dans le 2 et dans le 3, il est vraiment libre de ses choix. L'agent Simmons, bien entendu, joué par John Turturro,
qui est le meilleur acteur de tous les films, là, on va se le dire. C'est le seul qui. En tout cas, c'est le seul qui se donne à fond vraiment. Faut l'avouer que Shia LaBeouf il se donne à fond, surtout dans le 2 et dans le 3. Dans le premier, ce qui me tapait ses nerfs, c'est les non, 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 non. Je parle surtout d'écouter en anglais. En tout cas, tu sais, il disait Marty McFly sur le crack, puis je le crois, il est sur le crack, là. À part ça, vraiment, le gouvernement arrive. On a une scène, on a à peu près un 10-15 minutes de scène de humains contre Transformers. Ça donne des bonnes scènes. Bumblebee qui se fait capturer. Jazz, le personnage de Jazz, qui je disais qu'il était assez mis exploité, qui arrive, qui dit à Optimus, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on laissera pas Bumblebee, puis Optimus, je l'ai trouvé assez paresseux de dire ça. Dire que Bumblebee, il sait quoi faire, il aurait voulu faire ça. Tu sais, ils sont peut-être 5, il reste 5 Autobots dans tout l'univers, puis ils vont le laisser crever pareil. Ce côté Optimus-là, tu sais, protéger la vie, à un moment donné, c'est un peu exagéré, là. Tu sais, moi, je veux dire, il vient de faire une scène où il vient de désarmer tous les humains facilement, et après, ils disent, on mettra pas les humains en danger, juste parce que les humains sont en hélicoptère, puis qu'ils ont des armes plus puissantes à ce moment-là. Ça me dérange un peu. Et c'est là que les Autobots prennent moins de place pendant au moins 15-20 minutes et on switch. Comme je parlais des histoires secondaires, il y a celle de John Vought, le secrétaire de la défense. Il y a celle-là de la fille blonde, la technicienne informatique au Pentagone. Ces trois-là, avec le troisième, c'est le Black, le personnage humoristique du film, joué par, il s'appelle Glenn, c'est ça, joué par un acteur qu'on voit souvent, là, drôle. Là. Puis ce que j'aime, c'est que ces trois personnages-là sont tous reliés ensemble, les trois, et les personnages des militaires vont revenir dans cette séquence-là. Cette séquence-là sert à une prélude à la bataille finale. Honnêtement, j'aime bien à peu près 15-20 minutes. On voit bien entendu la scène dans l'hélicoptère qui dit là pourquoi? Ben moi j'ai acheté un char puis c'était un Transformer. C'était drôle, mais comment je pourrais dire? On dit la vérité d'attitude. Puis après ça, il s'en va au barrage ouvert. Et c'est là que cette grosse référence à More Damage the Eye, le barrage de la scène finale, faut l'avouer, je l'ai jamais vu de même. Il aurait dû avoir des scènes d'action là, mais bon. Il rencontre le cube, Bumblebee est capturé, il voit le cube, et il y a une scène un peu ridicule que, en français, j'ai toujours trouvé ridicule, c'est que lui, Sam Witwer, il sait déjà qui est Megatron, puis eux, les autres l'appellent ENB1 pour. En tout cas, il dit un acronyme pour Megatron. Puis il dit, il présente bien entendu le robot. Il dit que juste en l'observant, la technologie a évolué comme ça se peut pas. Là, excusez-moi, là, mais c'est. Comment en checkant un robot, la technologie peut évoluer? D'après moi, c'est. En tout cas, il n'explique pas, mais c'est exagéré pas mal quand j'ai vu ça. Puis bien entendu, il y a cette scène ridicule que l'autre l'appelle NB1, puis moi, lui, il s'appelle Megatron, il veut sauver, non, il veut diriger l'univers. C'était basique comme scène, là, il faut l'avouer. Et Frenzy, qui s'est fait décapiter au début d'une scène d'action entre les humains, revient et devant le cube se reforme en robot. Et je veux dire, ils sont tous en checkant, tous les personnages là-dedans, les techniciens, les militaires sont tous là à checker le cube. Il n'y a personne qui a vu l'activité sur le cube qui fait que Frenzy se lève. Fait que, personne ne voit ça. Frenzy s'occupe de saboter les machines qui empêchent le Megatron de se décongeler. Et c'est là que il libère Bumblebee, les humains libèrent Bumblebee, ils veulent l'aider, fait que le cube se transforme en un petit cube. Il faut l'avouer, cette scène-là est quand même cool, avec une bonne musique. Puis c'est là que tous les personnages du film, même les secondaires et les principales, à part bien entendu les parents,
se rejoignent à cette scène-là. Et il y a une scène d'après, quand il pogne le cube, non, je pense que c'est celle-là. Bumblebee s'en va. Les militaires doivent partir avec Bumblebee. Puis ils décident de partir en pleine ville, où ce qu'ils vont mettre en danger tout le monde. Quand il aurait pu coller un hélicoptère pas loin, parce que sûrement ils sont dans une base militaire, fait qu'il y a un hélicoptère pas loin, parce qu'il vient d'arriver d'être en hélicoptère, puis ils décident d'aller en pleine ville pour qu'un hélicoptère vienne les chercher. Et il y a toute cette histoire de réseau, aucun moyen de communication de parler avec l'armée, ça c'est... J'ai pas trop compris, parce qu'avant le film, il avait sorti... Die Hard 3, non, excusez, Die Hard 4, puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de ressemblances entre ces deux films-là. Puis, on nous dit, puis bien entendu, les personnages de secondaire, les 4, je parle de Glenn, le secrétaire, Simmons qui a viré sa chemise de bord, parce qu'il faut l'avouer, il est quand même écœurant, puis la fille, la technicienne, se font un combat contre Frenzy, tout en allant trouver un système de communication à travers la radio pour appeler l'armée pour envoyer des F-22 sur la ville de Mission City. Parce que c'est bien ça que ça s'appelle de même, une ville qui s'appelle Mission City. C'est ridicule, il aurait pu juste l'appeler Los Angeles. Parce que c'était Los Angeles qui a été tourné, là, en tout cas. Puis au début, je pense qu'en français, ça s'appelait Mission City. Il l'avait appelé de même Mission. Moi, je me suis dit... C'est M-I-S-H-I-O-N. Vraiment, c'est Mission City en anglais. En tout cas, il ne saura pas chercher bien loin. Et, bien entendu, la fameuse scène, une qui est ridicule, américain, exagéré, des militaires et le gouvernement qui se pognent et qui se pointent les fusils dessus. Ça, c'est... c'est juste avant le combat avec Frenzy, où que le secrétaire de la défense dit à Simmons, tu veux pas jouer avec ça, ce sont des professionnels. Quelle belle pub de l'armée, honnêtement. Et ce film a été fait, ça paraît trop, parce qu'il y a toujours les scènes de techniciens du film, des scènes de techniciens, les militaires, comme tu sais, ils pensent toujours que c'est la Corée du Nord. Ce film a été fait post-11 septembre, ça paraît beaucoup trop. Ça gosse un peu. Et justement, le film, beaucoup de gens se sont plaints que les humains sont trop présents. Je vais être honnête, ils sont beaucoup présents, mais c'est pas le fait que les humains sont trop présents, c'est que les Transformers ne le sont pas assez. Il faut que les Transformers, tu sais, dans le premier film, là, quand je disais que le groupe d'Autobots, là, on voyait pas beaucoup, mais c'est le groupe le plus intéressant des trois films. Tout le monde se parle, les Autobots, tout le monde se parle entre eux. Il y a même une scène avant le combat où Optimus explique qu'il doit se sacrifier. Cette scène-là qui dure 1 minute. Même Jazz, tu sais, Iron Knight, Ratchet puis Jazz se parlent entre eux autres, puis c'est une bonne scène. C'est une bonne scène, celle-là, puis elle est vraiment bien tournée. Et c'est là qu'il arrive la bataille finale. Frenzy décongèle Megatron. Megatron sort du barrage. On sait pas comment. On voit qu'il se transforme dans un tunnel, il sort, puis la scène suivante, il s'en va juste devant le barrage. Et cette scène-là est vraiment cool. C'est comment faire un plan séquence en pas trop coupant. Il monte, la caméra elle tourne, elle monte un peu, lui il se transforme, puis il atterrit devant la caméra, puis Starscream y arrive. C'est une bonne séquence. Et c'est la seule séquence qu'on voit entre les Decepticons qui se parlent entre eux autres, c'est juste Megatron et Starscream. C'est ça qui est ça. Après ça, il y a une scène, bien entendu, de publicité dans le désert, celle de voir la caméra rouler avec 2 buggy derrière et un pick-up. Ça, je le remarque tout le temps. Les 2 buggy qui se font péter dans la bataille finale, mais qui ont été coupés au montage. Je trouve ça dommage, parce que c'est cool, des fois, dans une bataille d'action, de suivre l'action, de savoir qui est qui. Puis un buggy du S7, qui ont vendu en jouet, mais ça, c'est une autre histoire qui est excellent. Et c'est là que la bataille finale, elle commence par la bataille de Frenzy et les 4 personnages secondaires, qui est une scène très drôle, très intéressante. Frenzy qui se tue lui-même, puis qui dit oh shit, oh merde.
C'est drôle. Et la séquence tout d'après, c'est Optimus qui pète Bone Crusher. Et si vous étiez insatisfait de toutes les scènes d'action du début du film, celle-là va vous fermer la gueule. C'est l'une des meilleures des films. Ça battra jamais la bataille de l'autoroute du troisième, ça je vais le dire. Mais c'est deux titans qui se battent. Bone Crusher qui est mon Decepticon préféré. Je l'aime beaucoup du premier film. Je trouvais le design vraiment écœurant, puis c'était pas Brawl, c'était pas Blackout. Parce que tu sais, c'est pas que c'est le fun d'être contre le monde, mais tout le monde, je trouvais, capotait trop sur Blackout et Barricade, mais moi c'était plus des figurants ou des personnages secondaires, encore plus secondaires. Et Bone Crusher, il est là vraiment comme figurant qui se fait buter par Optimus. Et c'est là qu'il y a une scène bizarre, on voit les Autobots rouler sur l'autoroute, et on voit Barricade qui essaie de se faire un chemin. Et il disparaît de tout le film. Je trouve ça dommage, parce que ça aurait fini le combat entre Bumblebee et Barricade, puis ça aurait été un Autobot de plus dans le combat final dans la ville. Parce que dans le combat final dans la ville, c'est 5 Autobots contre 4 Decepticons. Brawl, Blackout, Starscream, Megatron. C'est juste ça. Frenzy est mort, Scorpion qui est encore dans le désert à l'autre bout du monde. Puis Barricade, il a disparu, il était coincé dans une bretelle d'autoroute, c'est rien que ça, je peux dire. Le pire, c'est que dans la bande dessinée, il s'est fait tuer par Optimus après Bone Crusher, mais ça aurait été cool de le montrer pareil, parce que Barricade et Scorpion. Scorpion, l'excuse du 2 est vraiment cool, c'est parce que dans ce temps-là, on se disait que Scorpion, j'espère qu'il va revenir, puis il est revenu quoi 10 secondes dans le 2, mais c'est 10 secondes et assez épique, faut l'avouer. Puis je vais tout en reparler de ça dans la revue de Revenge of the Fallen. Et le combat final est le meilleur des trois films, pour une simple raison. C'est 20-25 minutes le combat, et c'est intense. C'est des robots qui se battent contre des robots, qui se tapent sa gueule contre des robots. C'est plein de petites séquences, parce que là, il faut que je parle de Revenge of the Fallen et de Dark of the Moon. Dans The Fallen, c'était des Autobots contre des Decepticons qui se battent dans un village, mais qui ne font que se tirer dessus. Il n'y a pas de combat d'armes de mêlée où il y en a un couple. Je parle de Jetfire, Scorpion contre puis Mixmasters. Puis bien entendu le combat entre Optimus de Fallen puis Starscream Megatron. Mais ça c'est un petit combat à part par la fin. Ça se tire dessus, puis ça. Il n'y a rien d'intense dans ça là. Je dis intense, oui puis non, parce qu'on suit les aventures de personnages humains dans travers cette scène d'action-là, mais c'est pas impressionnant comme dans le premier. Tu sais, dans le deuxième, là, Michael Bay a eu un terrain de jeu. Dans le premier film, il y a eu la ville, un parti du centre-ville de Los Angeles, il fallait pas qu'il pète tout. Fait que dans le 2, il pouvait tout péter. Puis dans le 3, le combat final, ça dure 50 minutes le combat final, puis c'est plein de petites séquences, beaucoup. Comme je l'ai dit, on suit les aventures des personnages humains à travers le combat final du 3. On voit Bumblebee qui arrive sauver Sam Witwicky et il disparaît. On voit, il se transforme en char. On voit même pas se transformer en char. Il passe son char. Puis les humains ils disent on s'en va rejoindre les Autobots, sont pas loin là-bas. Puis arrivés, les humains les Autobots ont été capturés. Puis on sait pas fuck all comment. Mais ça, je vais revenir dans le 3 parce que là, c'est dans le 1. Et la bataille finale du premier, c'est plein de petites séquences de peut-être 10 secondes d'action entre robots. Mais en tout, le tout fait que cette scène d'action-là est épique. C'est des robots contre des robots. Ça se tire dessus. Ironhide, il fait des pirouettes. Il refait une autre pirouette. C'est épique. Ratchet s'assied. Ratchet a une mitraillette. Ratchet tire. Puis Ratchet a réparé. Non, pas réparé. Il essaye, c'est le seul film où on voit Ratchet essayer de réparer un Autobot. C'est quand il essaie de réparer la boîte vocale quand il y a la présentation de Ratchet. C'est le seul moment de tous les films où on va vraiment réparer. Et je trouve ça dommage parce que c'est le médecin, il aurait dû être plus exploité de cette manière-là. Mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est ça, puis il y a Jazz, bien entendu. Jazz, moi je vais être honnête, Jazz est un con. Jazz s'est décidé de défendre des humains en tirant avec son mitraillette bouclier sur Megatron, puis il s'est fait tirer, puis il a revolé. Puis il a décidé de pas se sauver comme un
Pissou, il a décidé de... Non! Je vais te tuer! C'est moi qui va te tuer! Il dit pas ça, mais il doit se dire ça dans sa tête. Et Megatron le pogne. Il s'en transforme en jet. On le voit qui arrive. Il se sépare en deux. Et je veux 2 pièces. Puis... écoutez... Jazz n'est jamais mort dans G1. Fait qu'après moi, c'est pour ça qu'ils ont décidé de le faire tuer. Puis il faut l'avouer, avec Optimus Prime qui est chef, un premier lieutenant, ça servait à rien. Surtout un lieutenant. Surtout c'était un petit lieutenant. Avec Iron-Man, le spécialiste des armes, puis Ratchet qui était gigantesque. Je pense pas que j'ai le goût de suivre un petit sous-officier qui en plus se fait péter par Megatron. Je pense. Jazz, c'est sûrement une des raisons pourquoi les Autobots sont incapables de survivre sur Cybertron. Tout le monde était dirigé par un petit nain Autobot. En tout cas. C'est ça, la bataille finale. Et il y a une scène que je trouve fucking ridicule. Michael Bay aime les explosions. Un tank qui arrive en pleine ville, je trouve ça cool. Mais à un moment donné, on voit le tank tirer 3 fois et une petite séquence des humains qui reçoivent les roquettes derrière eux autres parce que la terre a volé, l'asphalte a volé, fait que ça se sont mis barricadés, on va dire, derrière une petite butte, un petit matériau pété, on va se dire ça. Et on voit des petites explosions de pétards, pow, pow. C'est un tank qui tire. Ça devrait faire POW! Mais ce sont des soldats américains. Ils sont résistants. Rien ne peut leur faire être contre eux autres. Fait qu'on voit cette petite séquence-là. Et bien entendu, Brawl, on va se le dire, c'est la brute du film. Qui est le figurant brut du film. Ce qui est intéressant avec Brawl, c'est que c'est le plus résistant des Transformers à part Megatron. Puis, il se fait tirer, il se fait mettre à terre, les humains décident de se sauver pour le remettre à terre plus tard, puis ils sont incapables de mettre Brawl à terre, ils ont des sabots, ils sont pas capables, ils sont juste pas capables, et c'est là que il y a une bonne scène d'action avec Megan Fox, que j'ai pas encore parlé du film, c'est ça que je trouve dommage, parce qu'il faut l'avouer que Megan Fox était cute, elle est belle, il faut l'avouer, je sais pourquoi ils l'ont pris. Puis, il y a une scène avec elle qui conduit la dépanneuse avec Bumblebee qui tire. Et cette scène d'action-là est une bonne scène d'action parce qu'on voit Bumblebee contre un Decepticon. Donc, un autre combat du film, un Autobot contre Decepticon. Il y a les humains qui sont là, mais ils ont tellement de la misère. Et c'est ça qui était cool dans le premier film. Les humains, les Transformers sont résistants, puis ça paraît. À part, bien entendu, Bone Crusher, parce que lui se bat contre le chef des Autobots. Dans le premier film, comparé aux deux autres, c'est lui qui a le plus de résistance. Les Decepticons sont puissants, sont plus forts, sont plus puissants. Dans le 2, à chaque fois qu'on voit des Decepticons, ça prend même pas 5 secondes qu'il se fait tout de suite péter. Je parle surtout de Demolisher et de Sidewise, parce que, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Et la bataille finale, Optimus arrive en retard, quasiment la bataille a commencé il y a 5 minutes. Non, 10 minutes. Optimus arrive et on voit la séquence où que Megatron a resté 5 minutes sur son pylône. Puis il jette je sais pas qu'est-ce qu'il faisait avec le corps de Jazz. Et il jette le corps de Jazz, tous les deux, à terre. Et c'est là qu'il se transforme en jet et fonce sur Optimus. Et on a une séquence de 2 minutes. Combat entre Optimus et Megatron. Et c'était écœurant. À part une séquence. Okay. La séquence où que, à travers des yeux de témoins humains, à travers une vitre d'immeuble, on voit Optimus revoler vers eux autres. Une chance que je l'ai en Blu-ray puis je l'ai écouté sur une 52 pouces parce que il y a plein d'affaires qui fait que trop de points de vue des humains de même c'est trop gossant. Sinon, cette scène-là est vraiment cool. C'est cool. C'est une scène, comment je pourrais dire ça? Megatron se sauve. Se sauve et veut avoir le cube. Et c'est là que Iron-Man et Ratchet veut comme protection parce qu'il se bat pour toi, pour le cube, pour Sam Witwicky. Et ils font des pirouettes pendant que Sam Witwicky court. Et Starscream arrive, ça se tire dessus. Sam Witwicky, il se cache, puis Iron-Man et Ratchet sont blessés et ils tombent à terre. Et on les voit plus.
Bon, Sam Wookie s'en va dans l'immeuble. On a une scène à Sam Wookie contre Megatron. Megatron qui veut le tuer. Ce qui fait une bonne musique à la fin. Bien entendu, Sam Wookie monte en autour de l'immeuble. S'accroche après un poteau. Et Megatron veut avoir le cube. Et bien entendu, il veut pas remettre le cube. Et bien entendu, Megatron blesse, on veut dire, veut tuer l'humain. Et c'est là qu'Optimus était caché entre deux immeubles accrochés. Puis, une chance qu'il était bien placé parce qu'il l'a pogné. Et c'est là que Megatron descend et il pogne Optimus et blablabla, ça se bat. Puis one does stand, one just fall, blablabla, ça se tire dessus, ça se tire dessus. Et les militaires arrivent pour se venger de Blackout. Il faut pas oublier que les militaires se sont tous fait tuer dans le premier. Dans toute la bataille du début, se sont tous fait buter. Et il n'y a que 5 survivants. Et ils ont leur revanche en appelant les... Bien entendu, les Jets arrivent. Ils tirent sur Blackout. Blackout voulait pogner de dos avec son hélice. Faut l'avouer, ça aurait été génial. Et bien entendu, Blackout prend son temps. Puis, ça prend 2 minutes avant. Puis finalement, il se fait péter. Il se fait péter d'une bonne façon par les humains. Et je vais être honnête, ça me dérange pas. Ça m'a pas dérangé. C'est une vengeance du début du film. Puis c'était bien correct comme ça. Ouais, c'était bien correct. C'est sûr que le voir contre des Autobots, ça aurait été cool. Mais faut pas oublier que Ratchet et Iron Knight se sont blessés là-bas. Ils sont encore dans les rues. Puis pendant le combat, je pense à la place d'aller sauver Optimus ou se battre contre Decepticons, ils sont tous à la recherche des pièces de jazz. Non, excusez. Puis Ratchet, faut qu'il ait réparé la voix de Bumblebee en combat final. Tu sais, c'est le moment. C'est le moment de réparer la voix de ton éclaireur. Puis on a une bonne scène d'action finale. One just stun, one just fall. Megatron qui se fait buter, tirer des missiles. Et honnêtement, ça me dérange moins. Parce que ils se sont fait fourrer. Et Optimus, et bien entendu Sam Wookie, il a décidé de sauver l'univers, de crisser le cube dans le torse de Megatron. Une chance qu'Optimus l'a jamais dit. Hein? Une chance que... Tu sais, imagine si le cube, à la place de le faire tuer, il aurait fait comme « Ah, oh, cool! J'ai le pouvoir découpler! Merci, jeune homme! Je te tue pareil! » Imagine ça aurait été ça. Ça aurait été comme « Voyons, t'es ben cave! » Optimus, il aurait dit ça à Sam Wookie. « T'es ben non innocent, toi! » C'est quoi tu veux? T'es de notre bord? Non, t'es pas de notre bord! Ça aurait été drôle, ça aurait été loufoque, mais ça finit bien. Ça finit bien. On a une bonne scène avec une bonne tune à la fin, What of Dawn, de Linkin Park. Optimus envoie un message aux Autobots. Et le Autobot qui arrive, c'est les jumeaux en premier. Puis Optimus, non, je ne veux pas les jumeaux, je voulais pas vous autres. Je parle juste, c'est ce que j'aurais voulu comme scène. Mais à la fin du film, on a Sam Wookie qui sort, finit par sortir avec la fille. Cool. Et Ratchet, Iron Knight, puis Bumblebee et Optimus vont rester sur Terre. Et ça fait un bon film. Ça fait un bon film. Finalement, est-ce que c'est un bon film? Oui, c'est le meilleur des trois. La musique était écœurante, la trame sonore, même la trame sonore de musique pop, je parle de Linkin Park et toutes les autres musiques. Il y a Goo Goo Dolls, je pense. Goo Goo Dolls qui ont fait une toune de bien correct. Le film est séduisant. Le film est divertissement. C'est sûr qu'il était fait pour le grand public. D'autres, les fans de Transformers, beaucoup de gens m'ont dit que ils ont beaucoup de gens du forum, parce qu'il y avait beaucoup plus de Québécois, fait que c'est sûr que il y avait moins de Français. Il y avait beaucoup de Québécois, on va dire, c'est ça. Beaucoup de gens ont aimé, mais ils ont été déçus. Et ça n'a pas pris, je pense, une semaine après la sortie du premier film. Et ils nous annonçaient le 2. Et le 2 est sûrement le meilleur film, le meilleur pire film de toute l'histoire de l'humanité. Et je vais vous revenir là-dessus dans une prochaine revue du deuxième film. Fait que sur ça, je vous laisse réécouter les films. Moi, je les réécoute en VO avec des sous-titres français. Et j'adore le doublage québécois. Réécoutez-le. Puis, ouais, ça vaut la peine. 45 minutes de revue, je voulais peut-être 20, mais prenez-en ce que vous voulez. Fait que sur ça, je vous laisse. Et collectionnez des figurines. Transformers, rien que ça. Pas des Gobots.